Une pauvre femme de ménage a payé le ticket d'un inconnu sans savoir qu'il était un PDG millionnaire. 3 jours plus tard, elle a été choquée de voir une voiture de luxe devant chez elle. Claire Moreau avait 32 ans, mais en paraissait déjà 40. Ses traits tirés, ses cernes persistants et ses gestes automatiques trahissaient une vie passée en arrière-plan, loin des regards. Elle habitait à Blagnac, une commune en bordure de Toulouse, dans un petit appartement au 3e étage d'un immeuble aux murs trop fins. Tous les matins, avant même que le soleil ne se lève, elle quittait le domicile discrètement, enfilant sa blouse bleue de femme de ménage avant de prendre le premier bus en direction du centre hospitalier Purpan. Sa routine ne variait jamais. Le premier service commençait à 6 heures du matin. Armée d'un chariot, de gants en latex et d'un badge magnétique qui n'ouvrait que les zones techniques, Claire effaçait les traces du monde. Couloirs, salles d'attente, toilettes, bureaux. Elle passait partout, toujours en silence. Les médecins ne lui disaient pas bonjour. Les patients ne la voyaient pas. Les infirmières, trop pressées, ne levaient même plus les yeux. Elle était un souffle d'air, un courant d'ombre, une nécessité sans visage. Entre 2 tours de nettoyage, elle consultait en vitesse son téléphone, souvent pour vérifier si sa sœur cadette, Maëlys, s'était bien levée pour le lycée. À 17 ans, Maëlys était tout ce que Claire n'avait jamais osé être, rebelle, vive, bouillonnante, mais encore instable. Depuis la mort brutale de leur mère, 5 ans plus tôt, Claire avait pris seule la charge de sa sœur. Leur père n'était plus qu'un nom sur un acte de naissance. Pour Claire, les journées n'avaient pas d'intervalle. Après le premier service, elle rentrait brièvement préparer le dîner, aidait Maëlys dans ses devoirs, puis repartait pour le 2e service de nuit, dans une autre aile de l'hôpital. Chaque jour ressemblait au précédent, comme si le temps s'était figé dans un rythme inaltérable. Pourtant, Claire ne se plaignait pas. Elle n'en avait ni l'énergie ni l'habitude. Elle avait appris, très tôt, à se fondre dans les murs, à vivre dans les marges. Elle n'avait pas d'amis proches, à peine quelques collègues avec qui elle échangeait des banalités à la machine à café. Pas de sortie, pas de week-end libre, pas de projet, juste une existence fonctionnelle, faite de sacrifices muets et de rêves rangés dans des boîtes qu'on n'ose plus ouvrir. Le peu de loisirs qu'elle s'accordait se réduisait à écouter de vieux vinyles hérités de sa mère, une fois Maëlys endormie. Elle s'asseyait alors près de la fenêtre, regardait les phares défiler sur l'avenue Jean Magat et se laissait envahir par les notes de Barbara ou de Ferré. Dans ces instants rares, elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Mais dès que le réveil sonnait, cette part s'évaporait. Un jeudi matin, alors qu'elle passait la serpillière dans le service de cardiologie, un médecin renversa du café sans s'excuser. Claire se pencha pour essuyer la flaque encore fumante. La chaleur traversa son gant troué. Elle ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. L'indifférence, elle en avait fait une armure. Pourtant, ce jour-là, un vide particulier s'était installé dans sa poitrine, plus pesant que d'habitude. Comme si quelque chose devait changer. Comme si l'invisible qu'elle était allait enfin être vue. Elle ignorait encore que cette intuition floue, ce pressentiment sourd, allait prendre forme dans les heures à venir. Pas à l'hôpital ni chez elle, mais dans un endroit inattendu, le métro. Un lieu aussi impersonnel que sa vie. Et pourtant, c'est précisément là, entre 2 stations, que la mécanique usée de ses jours allait être violemment interrompue. Mais pour l'instant, Claire rentrait chez elle comme toujours, ses pas résonnant sur les dalles froides du hall. Le visage fermé, le dos courbé, les pensées absentes. Elle ouvrit la porte de l'appartement, sentit aussitôt l'odeur du pain grillé brûlé et soupira doucement. Maëlys avait encore oublié le minuteur. Elle posa ses clés sur la petite table bancale de l'entrée, retira ses chaussures et appela doucement sa sœur. Aucune réponse. Elle avança vers la cuisine, éteignit le grille-pain et s'apprêtait à réprimander Maëlys quand celle-ci apparut, casque audio sur les oreilles, souriant sans raison. Claire la regarda un instant, partagée entre l'agacement et la tendresse. Puis elle s'installa dans le canapé usé, alluma brièvement la télévision sans vraiment regarder. Un journal parlait d'une crise politique à Paris, d'un remaniement ministériel, de la chute des marchés, des mots qui n'avaient aucun impact sur sa vie. Elle baissa le volume et ferma les yeux. Juste quelques minutes de répit. Elle n'avait aucune idée que le lendemain, un simple geste dans une rame de métro allait briser le silence de son quotidien et faire vaciller son invisibilité. Ce vendredi soir-là,
Claire termina son service avec 10 minutes de retard. Une urgence dans le service de pédiatrie avait nécessité un nettoyage imprévu. Épuisée, elle quitta l'hôpital, marcha jusqu'à la station Compans-Caffarelli et descendit dans le métro. Comme chaque soir, elle se posta près des portes, son sac calé contre ses pieds, les yeux rivés sur le sol carrelé. La rame se remplit peu à peu, et les annonces monotones des stations ponctuaient le balancement métallique du wagon. Claire aimait ce moment, non parce qu'il était agréable, mais parce qu'il marquait la fin provisoire de sa journée. Bientôt, elle serait chez elle, pourrait se doucher, dîner avec Maëlys, puis sombrer dans un sommeil trop court avant que tout ne recommence. Mais ce soir-là, l'habituelle torpeur fut rompue par une agitation soudaine. 3 agents de sécurité, reconnaissables à leurs gilets fluorescents, avaient interpellé un homme près des tourniquets. La scène se déroulait juste à la sortie du wagon suivant que Claire pouvait voir à travers les vitres. L'homme était élégant, bien habillé, son manteau de laine foncé coupé sur mesure, ses chaussures parfaitement cirées. Pourtant, il fouillait ses poches avec une nervosité visible. Les agents l'entouraient, visiblement méfiants. Le ton monta. « Vous dites que vous avez perdu votre portefeuille, monsieur ? Pas de carte, pas de billets, rien du tout ?» lança l'un des agents, les bras croisés. « Non, je suis désolé, j'ai dû le laisser quelque part. » répondit l'homme d'une voix calme mais tendue. « Désolé ne suffit pas. Sans titre de transport, c'est une infraction. Et sans pièce d'identité, c'est encore plus grave. » Claire observa la scène, d'abord indifférente. Ce genre de situation arrivait souvent. Des contrôles, des oublis, des conflits. Elle aurait pu détourner le regard, comme tous les autres passagers. Mais il y avait quelque chose d'étrange. L'homme ne ressemblait pas à un fraudeur typique. Il avait une allure, une posture, une politesse rare. Et surtout, une lueur dans les yeux. Non pas de défi ou de honte, mais une détresse discrète, comme celle de quelqu'un qui n'est jamais dans ce genre de situation et qui n'a pas les codes pour s'en sortir. Avant de réfléchir davantage, Claire se leva, sortit de la rame et s'approcha. Les agents la regardèrent avec suspicion. « Excusez-moi, je peux payer son billet ?» dit-elle simplement. Le silence fut bref, presque choqué. L'un des agents fronça les sourcils. « Vous le connaissez ?»« Non. »« Mais je peux payer pour lui. » L'homme tourna la tête vers elle, visiblement surpris. Son regard croisa celui de Claire. Il y avait dans ses yeux une reconnaissance immédiate, mais aussi une curiosité retenue. Claire sortit quelques pièces de son portefeuille, les glissa dans la machine automatique et tendit le ticket aux agents. Voilà, il est en règle maintenant. Les agents se regardèrent, hésitèrent, puis hochèrent la tête. L'un d'eux prit le billet, le valida et le tendit à l'homme, non sans froideur. Très bien, mais faites attention la prochaine fois. Sans un mot de plus, ils s'éloignèrent. L'homme se tourna vers Claire, l'observa un instant comme pour s'assurer qu'elle était réelle, puis inclina légèrement la tête. « Merci, vraiment, je... » commença-t-il. « Ce n'est rien, » coupa Claire mal à l'aise. Elle retourna dans la rame. Il la suivit de quelques pas, resta debout à proximité, sans oser s'asseoir. Elle sentit son regard posé sur elle pendant quelques minutes. Mais il ne parla pas. Il semblait réfléchir, peser ses mots, ou peut-être simplement digérer ce qui venait de se passer. Au bout de 2 stations, il descendit. Juste avant que les portes ne se referment, il se retourna comme pour la regarder une dernière fois. Claire, les bras croisés, le fixait sans comprendre. Il fit un léger signe de tête. Ni un adieu, ni une promesse. Puis il disparut dans la foule. Le métro redémarra. Claire resta debout, troublée. Pourquoi avait-elle fait cela? Pourquoi cet homme-là, alors qu'elle ignorait tant d'autres? Elle se répéta que c'était simplement de l'empathie, un geste humain. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était éveillé. Il y avait eu un détail, une note dissonante. Son manteau, ses souliers, sa diction impeccable. Rien ne collait à la situation d'un homme perdu, sans argent, sans papier. Et pourtant, il semblait sincère. Quand elle rentra chez elle, Maëlys était déjà sur le canapé en train de manger des chips devant une émission de télé-réalité. Claire posa son sac, prépara un plat rapide de pâtes au beurre et mangea en silence. Sa sœur bavardait, racontait son dernier devoir de français, mais Claire n'écoutait qu'à moitié. Son esprit était resté dans le métro, à revivre cette scène encore et encore. Le regard de l'homme, son attitude et surtout cette sensation étrange qu'il n'était pas ce qu'il prétendait. Plus tard dans la nuit,
Alors que l'appartement était plongé dans le noir et que seule la lumière du réverbère filtrait à travers les rideaux, Claire restait éveillée. Elle revoyait les agents, le visage de l'homme, ses mains nerveuses et cette gratitude discrète mais profonde. Elle savait qu'elle ne le reverrait probablement jamais. Et pourtant, une question persistait. Qui était-il vraiment? Elle se tourna dans son lit, cherchant le sommeil. Mais cette rencontre anodine, survenue dans les entrailles métalliques de Toulouse, avait fissuré l'inertie de ses jours. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie venait de bifurquer. Les jours suivants passèrent sans événement notable. Le métro reprit son rythme morne, l'hôpital retrouva son odeur de désinfectant et d'humidité, et Maëlys s'acharna sur ses révisions comme si le monde en dépendait. Mais pour Claire, rien n'était plus tout à fait pareil. Une pensée s'était incrustée dans son esprit comme une écharde invisible, douloureuse sans en avoir l'air. Elle revoyait ce regard, cette attitude. L'homme du métro n'avait pas quitté son esprit. Elle essayait pourtant. À chaque geste machinal, chaque serpillière passée sur le sol glacé de l'hôpital, elle se répétait que ce n'était rien. Une scène banale, un incident de transport parmi tant d'autres. Et pourtant, elle y revenait, inlassablement. Ce n'était pas tant le fait de l'avoir aidée qui la troublait, mais ce qu'elle avait perçu, une faille, une incohérence. Son instinct lui soufflait que cet homme n'avait rien à faire dans cette posture. Il ne ressemblait pas à un simple passant en galère. Il y avait chez lui une maîtrise, une distinction, un soin dans le détail. Ses vêtements, pour commencer. Le manteau avait été coupé dans une matière luxueuse, probablement en laine vierge, d'un gris profond presque noir. Le col était légèrement relevé, sans être prétentieux. Les coutures nettes, le genre de vêtements que l'on ne trouve pas dans une boutique de prêt-à-porter, mais chez un tailleur. Puis les chaussures. Claire n'y connaissait rien, en théorie. Mais en travaillant dans les couloirs de l'hôpital, elle avait appris à lire dans les objets. Les montres, les sacs, les chaussures. On ne pouvait pas tricher avec ce genre de détails. Les siennes, noires, brillantes, sans une éraflure, étaient manifestement de grande qualité. Et ses gestes également, précis, retenus, comme s'il avait été élevé dans un univers codifié où l'on apprend à ne pas hausser la voix, à se tenir droit, à ne jamais perdre la face. Ce n'était pas seulement un homme bien habillé, c'était un homme d'une autre sphère. Et pourtant, il n'avait rien sur lui. Pas de carte, pas de téléphone, pas même un billet froissé. L'idée qu'un homme comme lui puisse se retrouver dans cette situation lui paraissait inconcevable. Et c'est précisément cela qui l'obsédait. Le contraste, l'impossible croisement entre son apparence soignée et sa détresse soudaine. Elle se demandait si cela avait été une mise en scène. Un piège peut-être, mais dans quel but? Il ne lui avait rien demandé, pas même un nom, juste un remerciement rapide, puis il avait disparu. Au travail, son trouble n'échappa pas complètement à ses collègues. Une infirmière du nom d'Amandine, plus observatrice que les autres, la fixa un matin dans la salle de repos. « T'as l'air ailleurs, Claire? Tout va bien ?»« Oui, juste un peu fatiguée. »« Comme d'habitude, alors. » Claire sourit, puis reprit sa tâche. Mais la remarque l'avait piquée. Elle avait toujours fait de son mieux pour ne rien laisser paraître. Être discrète, transparente. Ce trouble intérieur trahissait quelque chose de plus profond. Une faille dans son carcan. Elle se surprenait parfois à regarder autour d'elle dans le métro, comme si elle espérait le revoir. Elle guettait les visages, les silhouettes. Rien. Il n'y avait que des inconnus, des regards baissés, des passants pressés. L'homme du métro appartenait maintenant à sa mémoire, à ses projections. Elle se demanda s'il pensait encore à elle, ou si, dans son monde à lui, elle n'était qu'un bref incident, un geste de charité reçu puis oublié. Une nuit, en rentrant plus tard que d'habitude après une alerte sanitaire dans l'un des étages, elle trouva Maëlys endormie sur le canapé, une assiette vide sur la table basse. Claire rangea doucement, s'installa sur le balcon malgré le froid et regarda les lumières de la ville. Elle se sentit étrangement seule. D'habitude, cette solitude ne la dérangeait pas. Elle en avait fait une compagne silencieuse, mais ce soir-là, elle la sentit plus lourde, plus cruelle. Elle se demanda ce que cela ferait d'avoir une conversation avec quelqu'un comme lui. Un vrai échange, un moment suspendu, sans fonction ni contrainte. Le lendemain matin, sur le chemin de l'hôpital, elle remarqua une affiche publicitaire sur un panneau en verre. Un homme y posait avec assurance,
Costume élégant, fond bleu marine, slogan en lettres capitales. Claire s'arrêta net. Ce n'était pas lui, mais il y ressemblait. La même posture, le même regard franc, légèrement détaché. Son cœur accéléra. Elle se demanda un instant si elle devenait folle. Ce détail, cette ressemblance, ce souvenir qui s'imposait malgré elle. Il fallait qu'elle passe à autre chose. Et pourtant, elle ne pouvait pas. L'image de cet inconnu s'était logée dans un recoin de sa pensée, résistant au quotidien, aux responsabilités, aux factures, comme un livre à moitié ouvert qu'elle ne pouvait refermer. Elle tenta d'en parler à Maëlys un soir, à demi-mot. « Tu crois qu'on peut croiser quelqu'un qu'on ne connaît pas et que ça nous perturbe quand même ?» Maëlys, en train de se vernir les ongles, haussa les épaules. « Bah oui, ça arrive tout le temps. C'est peut-être toi qui cherches un sens là où il n'y en a pas. » Claire hocha lentement la tête, mais les mots de sa sœur ne l'apaisèrent pas. Elle ne cherchait pas un sens. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi cet homme, cet instant, avait bousculé son monde millimétré. Elle ne le reverrait probablement jamais, mais elle savait une chose. Ce qu'elle avait vu en lui n'était pas un hasard, et ce qu'il avait vu en elle, s'il avait vraiment vu quelque chose, pourrait bien revenir, un jour, la hanter. Le réveil sonna ce lundi matin avec une brutalité particulière. Claire l'éteignit d'un geste lent, puis resta allongée quelques secondes supplémentaires, les yeux ouverts dans le noir. La fatigue s'était accumulée, collée à ses muscles comme une seconde peau. Elle se leva sans bruit pour ne pas réveiller Maëlys, enfila sa tenue de travail déjà préparée la veille et se dirigea vers la cuisine. Mais dès qu'elle alluma la lumière, une sensation étrange la frappa. L'interrupteur claqua, mais rien ne se produisit. Pas de lumière. Elle tenta une seconde fois. Le silence. Aucun bruit de réfrigérateur, aucun bourdonnement d'appareil. L'électricité avait été coupée. Un frisson glacé la traversa. Elle se précipita vers le tableau électrique, vérifia les fusibles, mais tout semblait en ordre. Le problème n'était pas technique, c'était administratif. Elle ouvrit aussitôt le tiroir où elle gardait les factures. Celle d'électricité, précisément, était là sur le dessus avec un tampon rouge, avis de coupure. La gorge de Claire se serra. Elle se rappelait avoir mis cette facture de côté, espérant pouvoir la payer à la fin du mois. Mais le mois était passé, et l'argent n'était jamais suffisant. Chaque euro était compté, réparti entre le loyer, les transports, la nourriture, les besoins de Maëlys. Et maintenant, il n'y avait plus de lumière. Elle prit son téléphone pour consulter son compte en banque. Le solde affiché était dérisoire, même pas assez pour régler le montant dû. Elle aurait pu demander une avance au service administratif de l'hôpital, mais elle savait déjà la réponse. Les règles étaient strictes, les marges inexistantes. Les heures supplémentaires qu'elle faisait n'étaient plus suffisantes. Le mois dernier, le service avait réduit les effectifs de nuit, supprimant certains postes temporaires. Elle faisait maintenant plus de travail pour moins de salaire, et cela se ressentait. En sortant dans le couloir, elle croisa la voisine du deuxième étage, une retraitée aux gestes lents et au regard curieux. « Pas trop froid ce matin », lança-t-elle. Claire se força à sourire, puis descendit les escaliers 4 à 4. Elle avait l'impression d'étouffer. Le froid n'était pas seulement climatique, il s'était infiltré dans son quotidien, dans ses décisions, dans sa marge de manœuvre. Elle monta dans le bus avec la gorge nouée. Même le bruit de la ville semblait plus sourd. Elle regardait les passants par la vitre, comme s'ils appartenaient à un monde parallèle. À l'hôpital, la routine l'aspira dans ses gestes mécaniques, mais cette fois, elle n'était pas seulement fatiguée, elle était en colère, contre elle-même, contre ce système, contre la fatalité. Elle pensait à ce ticket de métro payé à un inconnu. Un geste de compassion, oui, mais un geste coûteux, aujourd'hui. Elle s'en voulait. Pas parce qu'elle avait aidé quelqu'un, mais parce qu'elle n'avait pas pensé aux conséquences. Un billet, ce n'était rien pour beaucoup. Mais pour elle, c'était du gaz pour cuisiner, de l'électricité pour éclairer l'appartement, un peu de dignité préservée. À la pause de midi, elle s'assit seule, comme d'habitude, dans la salle du personnel. Elle sortit son Tupperware de pâtes froides et l'ouvrit sans appétit. Une collègue entra, lui adressa un signe de tête rapide, puis ressortit avec un café. Claire n'avait pas d'argent pour s'en acheter un. Elle mangea en silence, les pensées lourdes. Le soir, de retour à la maison, Maëlys l'attendait dans le salon. La télévision ne fonctionnait pas, bien sûr. Elle avait allumé des bougies et préparé des sandwichs froids. Claire, touchée par cette initiative,
remercia sa sœur d'un sourire doux. Mais Maëlys la regarda avec inquiétude. « Tu veux qu'on appelle papa ?» demanda-t-elle soudainement. Claire fut saisie par cette question. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. « Non, ce n'est pas la peine. Tu dis toujours ça, mais ce n'est pas une solution. Il ne nous doit rien. » Maëlys haussa les épaules, comme si elle avait appris à ne plus insister. Claire détourna le regard. Elle savait que sa sœur avait raison quelque part. Elles étaient seules, et elles n'avaient que leurs propres ressources. Mais elle refusait de se tourner vers celui qui les avait abandonnées. La nuit fut longue. Elle s'endormit sous 3 couvertures, réveillée par les bruits du vent qui sifflait entre les fenêtres mal isolées. Le froid s'insinuait dans l'appartement, comme un rappel cruel de sa précarité. Et pourtant, malgré l'inconfort, son esprit repartait toujours vers la même scène. Le métro. Cet homme. Ce regard. Elle se demanda une fois de plus s'il savait ce qu'elle avait sacrifié pour ce geste. Et surtout, s'il se souvenait encore d'elle. Le lendemain, elle appela le fournisseur d'énergie, espérant négocier un délai. Mais la réponse fut sèche. Sans paiement, la remise en service n'aurait pas lieu. Claire raccrocha, la gorge serrée, puis alla travailler comme si de rien n'était. Mais à chaque pas dans les couloirs de l'hôpital, elle sentait la tension monter. Sa situation devenait intenable. Et dans ce contexte, le souvenir de ce geste de bonté commençait à se transformer en regret. Non pas parce qu'elle souhaitait le reprendre, mais parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi il lui coûtait si cher. Elle se surprit à espérer quelque chose d'irrationnel. Une lettre, un signe, une reconnaissance. Quelque chose qui justifierait son instinct. Mais les jours passèrent, et rien ne vint. Rien, jusqu'à ce que, le 3e matin suivant, sa sœur entre en trombe dans sa chambre, les yeux écarquillés, criant qu'une voiture étrange était garée devant leur immeuble. Claire se leva d'un bond, le cœur battant, sans savoir encore que cette journée allait marquer le début d'un bouleversement qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Le bruit du moteur ronronnait faiblement dans la rue, encore endormie. Maëlys, en pyjama, les cheveux en bataille, fixait la fenêtre avec un mélange de peur et d'excitation. Claire, encore ensommeillée, ne comprit pas immédiatement l'agitation de sa sœur. Elle se leva, enfila un pull trop grand et s'approcha du salon. Lorsqu'elle aperçut par l'interstice du rideau le véhicule noir stationné devant leur immeuble, son souffle se coupa un instant. C'était une berline de luxe, noire, aux vitres teintées, lustrée comme si elle sortait tout juste d'un garage haut de gamme. Elle ne correspondait à rien de ce que l'on voyait habituellement dans leur quartier populaire. Maëlys courut jusqu'à la porte, fascinée. « Tu crois qu'ils se sont trompés d'adresse? C'est pour un ministre ou quoi ?» Claire, elle, sentit une étrange tension monter en elle. Ce genre de voiture ne venait pas ici par hasard. Elle se repassa la scène du métro, l'homme, son regard. Puis elle secoua la tête, comme pour chasser une pensée qu'elle refusait encore de formuler. Elle ouvrit la porte lentement. En bas de l'escalier, un homme en costume noir attendait, droit comme un piquet, les mains jointes derrière le dos. Il leva les yeux vers elle et s'inclina légèrement. « Mademoiselle Claire Moreau ?»« Oui, j'ai un message à vous remettre. » Il s'approcha, sortit un petit objet de la poche intérieure de sa veste, une enveloppe crème, fermée par un seau de cire rouge. Il la lui tendit avec le plus grand sérieux, puis recula d'un pas. « Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons, remonta dans la voiture et démarra lentement, laissant derrière lui une odeur subtile de cuir et de parfum boisé. Claire resta là, figée, l'enveloppe à la main. Maëlys, curieuse, l'observait depuis l'entrée. « Tu vas l'ouvrir ou tu vas juste rester là ?» Claire entra, referma la porte et s'assit sur le canapé. Elle fit glisser un doigt sous le seau, rompit le cachet avec une précaution étrange, comme si elle ouvrait un objet sacré. À l'intérieur, un simple morceau de papier épais au grain délicat. Une phrase manuscrite, tracée à l'encre noire. « Vous ne m'avez pas reconnu. Je vous dois une dette. » Aucune signature, aucun indice supplémentaire. Claire relut la phrase 3 fois. Elle reconnut immédiatement l'écriture, ferme, élégante, légèrement penchée vers la droite. L'écriture d'un homme éduqué, précis. C'était lui, l'homme du métro, l'inconnu aux chaussures cirées. Il l'avait retrouvé. Et maintenant, il lui écrivait. Elle sentit son cœur battre plus vite. Une partie d'elle était soulagée. Ce n'avait pas été une hallucination, ni une construction de son esprit fatigué. Il existait vraiment, il se souvenait, et apparemment il la cherchait. Mais pourquoi maintenant?
Et comment avait-il trouvé son adresse? Claire se leva, fit les 100 pas dans le salon. Maëlys, allongée sur le tapis, la suivait des yeux. « C'est le type du métro, hein? Celui à qui t'as payé le billet. » Claire s'arrêta. « Comment tu sais ça? T'as parlé de lui pendant 2 jours sans t'en rendre compte. T'étais obsédé. » C'était évident. Claire soupira. Sa sœur la connaissait mieux qu'elle ne voulait l'admettre. Elle alla poser l'enveloppe sur la table de la cuisine, mais ses doigts hésitaient à la lâcher. « Tu crois qu'il va revenir ?» demanda Maëlys. « Je ne sais pas. » Mais au fond d'elle, Claire savait que ce message n'était pas une fin. C'était un commencement, un prélude. Elle alla travailler ce jour-là dans un état second. Chaque son, chaque mouvement semblait voilé. Elle passait la serpillière, désinfectait les poignets, changeait les sacs poubelles comme toujours, mais son esprit n'y était pas. Elle repensait à l'homme, à la voiture, au message. Elle se demandait s'il l'observait déjà quelque part, s'il préparait une autre étape, et surtout, ce que signifiait cette dette. Le soir, en rentrant, elle trouva une boîte de chocolat sur le paillasson. Aucune étiquette, aucun mot, juste une boîte, sobre, ornée d'un ruban noir. Elle l'emporta à l'intérieur, l'ouvrit avec prudence. Les chocolats étaient rangés avec une minutie extrême, chaque compartiment parfaitement aligné. Une marque de luxe. Claire en goûta un, par curiosité. Il fondit sur la langue, complexe, riche, bien au-delà de ce qu'elle avait jamais pu s'offrir. Elle referma la boîte, la rangea dans le placard et se demanda ce que cela signifiait. Était-ce un simple remerciement? Une manière de la troubler davantage? 3 jours passèrent, sans autre signe. Claire commençait à douter de nouveau. Peut-être n'y aurait-il rien d'autre. Peut-être ce message, cette boîte, étaient les seuls échos d'un geste déjà terminé. Elle reprit peu à peu le cours de sa routine, mais avec un œil attentif à tout ce qui sortait de l'ordinaire. Un courrier non identifié, un appel inconnu, un regard dans la rue. Puis, le 4e jour, alors qu'elle terminait son service de nuit, son téléphone vibra dans sa poche. Un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle hésita puis répondit. Une voix grave posée résonna à l'autre bout. « Mademoiselle Moreau, c'est Étienne Lemoine. Nous devons parler. » Claire s'arrêta de marcher. Étienne Lemoine. Ce nom résonna en elle sans qu'elle sache pourquoi. Elle n'eut pas le temps de répondre. La voix poursuivit. « Je suis celui que vous avez aidé. Dans le métro. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait. J'aimerais vous voir. En personne. » Elle restait muette. Étienne Lemoine. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Elle le réalisa soudainement. C'était celui d'un homme d'affaires, un entrepreneur, souvent mentionné dans les journaux économiques, un visage vu furtivement à la télévision. Elle crut rêver. « Vous vous êtes trompé de personne, dit-elle enfin. Non, Claire. Je vous ai retrouvé parce que je vous dois plus qu'un simple remerciement. Je veux vous voir. Ce n'est pas une demande, c'est une reconnaissance. » Il lui donna une adresse, un lieu, un moment, et raccrocha. Claire resta là, son téléphone toujours contre l'oreille, figé dans le couloir vide de l'hôpital. Étienne Lemoine. L'homme du métro n'était pas un inconnu. Il était l'un des hommes les plus puissants de France. Et il l'attendait. Claire passa le reste de son service dans un état second. Elle répétait les mêmes gestes sans s'en rendre compte, effaçait les mêmes surfaces 2 fois, oubliait des sauts dans les couloirs. Son esprit n'était plus dans les murs de l'hôpital, mais suspendu entre les mots de cet appel. Étienne Lemoine. Ce nom résonnait encore dans sa tête comme une cloche sourde. Elle se souvenait vaguement de l'avoir entendu dans une conversation entre 2 cadres de l'hôpital, peut-être même vu son visage dans un journal posé sur une table d'attente. Mais elle n'avait jamais imaginé, pas une seule seconde, que l'homme du métro, cet inconnu perdu sans billet, puisse être ce personnage. Et pourtant, la voix, l'assurance, la clarté de ses propos, tout confirmait ce qu'elle refusait encore de croire. En rentrant chez elle, elle ne dit rien à Maëlys. Sa sœur remarqua bien quelque chose dans son attitude, mais ne posa pas de questions. Claire s'enferma dans la salle de bain, alluma la douche brûlante et laissa l'eau couler longtemps sur son dos. Elle tentait de se recentrer, de comprendre, de mesurer ce qui lui arrivait. Elle repensait à chaque détail, le costume soigné, les chaussures, le calme avec lequel il avait géré la situation dans le métro. Ce n'était pas seulement un homme bien élevé, c'était un homme entraîné à garder la face, même dans la confusion. Elle comprenait maintenant pourquoi quelque chose l'avait frappé ce jour-là,
Ils n'appartenaient pas au même monde. Le lendemain, elle prit soin de choisir ses vêtements avec plus d'attention que d'habitude. Une robe simple, mais propre. Des chaussures discrètes. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle se préparait ainsi. Il ne s'agissait pas d'un rendez-vous au sens romantique du terme, mais d'une rencontre étrange, presque irréelle. Un homme très puissant voulait la revoir parce qu'elle avait payé un billet de métro. Tout cela semblait disproportionné, démesuré, presque absurde. L'adresse qu'il lui avait donnée était située dans un quartier qu'elle ne fréquentait jamais. Un arrondissement chic, aux immeubles haussmanniens, aux balcons ornés de ferronneries complexes. En arrivant, elle sentit ses mains devenir moites. Le hall était vaste, silencieux, parfumé à la cire et au cuir. Une réceptionniste l'attendait, comme si sa venue était prévue depuis longtemps. « Mademoiselle Moreau, monsieur Lemoine vous attend. Par ici, s'il vous plaît. » Claire suivit la femme à travers un long couloir feutré, puis entra dans une salle de réunion vitrée, baignée de lumière naturelle. Étienne était déjà là. Il se leva aussitôt, s'approcha d'elle avec une retenue élégante. « Claire, merci d'être venue. » Elle le regarda avec prudence, tentant de cacher son trouble. Il était exactement comme dans son souvenir, mais cette fois, sa posture n'avait rien de fragile. Il était dans son élément, dans sa tour. Il lui tendit la main. Elle hésita un instant, puis la serra. « Vous avez l'air surprise, dit-il en souriant légèrement. C'est peu dire. » Il l'invita à s'asseoir. Un serveur discret apporta 2 cafés, puis disparut sans un mot. Étienne resta silencieux un instant, la regardant comme s'il tentait de la comprendre. « Je ne vais pas faire semblant. Ce que vous avez fait dans le métro m'a profondément marqué. Ce n'était pas seulement une aide, c'était un geste pur, dans un moment où j'étais vulnérable. Très peu de gens auraient réagi comme vous. » Claire le fixait, sceptique. « Vous étiez vulnérable. Vous ?» Il esquissa un sourire. « J'avais perdu mon portefeuille. Aucun document, aucun téléphone. Je venais de sortir précipitamment d'un rendez-vous désastreux avec un investisseur. Je m'étais senti, pour la première fois depuis longtemps, comme un homme ordinaire, invisibilisé, jugé. Puis, vous êtes apparu, et vous avez agi sans réfléchir, sans demander. Je ne m'attendais à rien en retour, dit-elle simplement. C'est justement ce qui rend votre geste si précieux. » Un silence s'installa. Claire baissa les yeux vers sa tasse. « Vous avez fait tout ça pour un billet. Une lettre, une voiture, un rendez-vous? Pourquoi ?» Étienne s'appuya légèrement contre le dossier de son fauteuil. « Parce que j'ai été éduqué à croire que tout a un prix, tout s'échange. Mais ce que vous m'avez offert ce jour-là ne s'achète pas. Et je veux comprendre. Qui vous êtes? Pourquoi vous l'avez fait? Et peut-être ce que vous attendez vraiment de la vie. » Claire sentit une tension étrange dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais posé ce genre de questions. Surtout pas un homme comme lui. Elle ne sut quoi répondre. Alors elle raconta. Pas tout, mais suffisamment. Sa mère décédée, sa sœur à charge, les heures de travail épuisantes à l'hôpital, les factures en retard, les coupures. Elle parla d'une voix neutre, sans chercher à apitoyer. Étienne écoutait, attentif, sans interrompre. « Vous êtes forte, dit-il après un moment, et courageuse. »« Je suis fatigué, corrigea-t-elle. Il sourit de nouveau, mais cette fois son regard était plus grave. « Vous méritez mieux, et j'aimerais vous le prouver. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi vous? Vous ne me devez rien. Vous auriez pu m'envoyer un chèque, et tout cela aurait été réglé. Je ne règle pas les dettes humaines avec de l'argent, Claire. Je préfère offrir des opportunités. » Elle le regarda déstabilisée. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est une reconnaissance et une proposition. » Il ne dit rien de plus ce jour-là. Il ne parla ni d'emploi, ni d'aide concrète. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa posture, laissait entendre que ce rendez-vous n'était que le premier. Claire quitta l'immeuble le cœur battant. Elle marcha longtemps avant de rentrer chez elle. Le jour déclinait. La lumière se faisait plus douce sur les façades en pierre. Et dans sa poche, elle serrait encore la carte de visite qu'il lui avait laissée. Elle n'était pas prête à comprendre ce que tout cela signifiait. Mais une chose était certaine. Le cours de sa vie venait de changer. Et cette fois, ce n'était pas une illusion. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Claire retourna à sa routine, mais elle n'y retrouvait plus la même inertie. Chaque geste, balayer, désinfecter, trier les déchets, remplir les chariots, semblait désormais habité d'un écho lointain. L'image d'Étienne,
assis face à elle dans cette salle de réunion lumineuse, revenait sans cesse. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, mais la façon dont il l'avait dit. Il l'avait regardée comme une égale, avec respect, sans trace de condescendance. Elle n'était pas habituée à cela. Dans sa vie, on lui avait appris à être utile, pas à être vu. Être écouté avec sérieux, être invité à s'exprimer. Cela lui avait paru presque irréel. Une semaine passa. Puis un soir, alors qu'elle venait de rentrer, encore en uniforme, elle trouva un courrier glissé sous sa porte. Une simple feuille, pliée en 3, avec une adresse et une date. Et en bas, écrit à la main, « Je vous invite. Ce n'est pas une obligation, mais j'espère que vous viendrez. Étienne. » Claire resta longtemps immobile, la feuille en main. L'invitation était pour le lendemain soir. Elle pensa à refuser, par principe. Ce n'était pas sa place, elle n'avait rien à faire dans le monde de cet homme. Elle était une femme de ménage, avec un salaire modeste, des factures en souffrance, une sœur à charge. Il était à la tête d'une entreprise dont elle ignorait jusqu'à l'envergure réelle. Il ne pouvait pas y avoir de pont entre leurs vies. Et pourtant, elle se souvenait du regard d'Étienne, sincère, presque inquiet. Il ne la convoquait pas, il l'attendait. Elle passa la nuit à hésiter. Maëlys, assise en tailleur sur son lit, l'observait comme on regarde une énigme. « Tu vas y aller, hein? Tu veux pas passer ta vie à nettoyer les traces des autres ?» Claire leva les yeux vers sa sœur. « Et si c'était un piège, s'il attendait quelque chose de moi? Je suis pas naïve, tu sais. Peut-être qu'il attend quelque chose, oui, mais c'est peut-être pas ce que tu crois. Et si tu n'y vas pas, tu sauras jamais. » Le lendemain, Claire termina son service un peu plus tôt. Elle s'arrêta chez une amie coiffeuse dans le quartier, improvisa une coupe rapide, emprunta une robe sobre mais élégante que cette dernière avait portée à un mariage. Ce n'était pas son style habituel, mais elle savait qu'elle devait montrer un minimum d'assurance. Elle ne voulait pas se faire humilier, ni donner l'impression d'être une intruse. L'adresse indiquée n'était pas un restaurant ordinaire. Une brasserie discrète, dans une ruelle peu fréquentée du centre-ville. Pas de musique forte, pas de façade tape à l'œil. Juste une plaque sobre, une porte en bois massif et un homme en costume qui la salua par son nom dès qu'elle s'approcha. « Mademoiselle Moreau, monsieur Lemoine vous attend. » Elle entra. L'ambiance à l'intérieur était feutrée. Lumière tamisée, tables espacées, conversation chuchotée. Étienne se leva à son arrivée. Il portait une veste bleu nuit, simple mais taillée à la perfection. Il ne fit aucun commentaire sur son apparence, ce qui la mit immédiatement à l'aise. « Merci d'être venue, Claire. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » dit-elle d'emblée. « Peut-être, mais vous êtes là, et j'en suis honorée. » Ils s'assirent. Le serveur leur présenta le menu, mais Étienne lui fit signe de s'éloigner un instant. « Je me suis permis de choisir des plats à l'avance. Rien d'extravagant. Je voulais qu'on parle, sans que vous ayez à vous soucier de quoi que ce soit. » Claire hocha la tête. Elle n'osa pas dire qu'elle ne connaissait aucun des plats énumérés, mais lorsqu'ils furent servis, une entrée tiède à base de légumes rôtis et de fromage affiné, elle reconnut les saveurs simples et franches. Étienne avait choisi avec intelligence. « Je voulais comprendre quelque chose, » reprit-il après quelques bouchées. « Pourquoi vous m'avez aidé ce jour-là? Je veux dire, vous ne m'avez pas demandé qui j'étais, ni cherché à profiter de la situation. Vous m'avez simplement tendu la main. »« Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, » répondit-elle. « Et je sais ce que c'est que de demander quelque chose en espérant qu'on ne vous rejette pas. » Il hocha lentement la tête. « Je ne me suis pas senti invisible depuis des années. Ce jour-là, je l'ai été. Et vous m'avez rendu ma dignité. C'est un cadeau rare. » Ils parlèrent longuement. De sa vie à elle, de la sienne à lui. Il lui raconta son enfance, non pas en détails glorieux, mais dans ses doutes. Il n'était pas né riche, avait grandi dans une famille modeste et avait tout bâti sur une suite de décisions risquées. Claire l'écoutait avec une attention qu'elle ne s'accordait jamais à elle-même. À plusieurs reprises, elle faillit lui demander pourquoi elle, pourquoi ce lien, pourquoi cette insistance. Mais chaque réponse qu'il donnait à ses questions précédentes traçait un fil invisible entre eux. À la fin du repas, alors que le serveur apportait le dessert, Étienne posa sa cuillère et la regarda droit dans les yeux. « Claire, je vais vous faire une proposition. Pas ce soir, pas maintenant. Je ne veux pas que vous pensiez que ce dîner est un marché, mais je veux que vous sachiez que je ne suis pas là par caprice. Vous avez réveillé quelque chose en moi. Une envie d'être entouré de personnes vraies,
Et vous êtes plus vrai que tout ce que je côtoie depuis des années. Elle sentit ses joues chauffer, mais elle ne détourna pas le regard. Je ne suis pas sûr d'être faite pour votre monde. Peut-être que c'est mon monde qui a besoin de vous. Ils sortirent du restaurant dans un silence paisible. Il proposa de la raccompagner, mais elle refusa poliment. Elle voulait marcher un peu, penser, digérer, au sens propre comme au figuré. Il ne chercha pas à insister. « Bonne nuit, Claire, et merci encore. » Elle acquiesça puis tourna les talons. Dans la rue déserte, sous les réverbères pâles, elle se sentait différente. Ce dîner n'avait pas été une séduction. C'était une rencontre, un moment suspendu entre deux mondes. Et elle ne savait pas encore ce qu'il déclencherait, mais une chose était certaine, quelque chose, en elle, avait déjà changé. Le lendemain matin, Claire se leva comme d'habitude, mais quelque chose dans sa façon de se mouvoir avait changé. Ses gestes n'étaient plus uniquement dictés par l'habitude, ils étaient accompagnés d'un souffle intérieur qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Ce n'était pas de l'excitation ni même de l'espoir, mais un étrange mélange d'inconnu et de lucidité. Comme si, enfin, les murs invisibles de sa vie avaient commencé à trembler. Maëlys remarqua ce changement sans un mot, la suivant du regard alors que Claire versait l'eau chaude dans les bols du petit déjeuner. L'ambiance était plus silencieuse qu'à l'ordinaire, mais il n'y avait pas de tension. Simplement, un calme suspendu. Pendant tout son service, Claire attendit inconsciemment un nouveau signe. Un message, un appel, une suite. Mais la journée passa sans événement. Le surlendemain, en revanche, alors qu'elle sortait de l'hôpital pour sa pause de 15 heures, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Elle hésita, puis décrocha. « Claire, c'est Étienne. Je ne veux pas vous déranger, mais j'aimerais vous voir quelques minutes. C'est important, ce ne sera pas long. » Elle accepta, un peu surprise de la rapidité. Ils se retrouvèrent dans un café discret, non loin de l'université. Étienne était déjà installé, une chemise claire sans cravate, les manches légèrement retroussées. Il semblait moins formel, presque accessible. Lorsqu'elle s'approcha, il se leva immédiatement. « Merci d'être venu. Je suppose que ce n'est pas pour un autre dîner. » Il sourit. « Non, cette fois c'est une proposition concrète. » Il sortit un dossier mince de sa sacoche et le posa devant elle. Claire regarda les feuilles, sans les toucher. « Ce que je vais vous dire peut vous sembler brutal, mais je veux être direct. Je dirige une entreprise de technologie. Vous le savez maintenant. Nous avons plusieurs pôles, développement, finance, logistique et aussi un service interne que nous appelons Opération Support. C'est là que nous plaçons des profils atypiques, des gens avec un sens du terrain, du concret, des gens comme vous. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Je n'ai aucun diplôme. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Je ne sais même pas utiliser tous les logiciels. » Étienne l'interrompit doucement. « Ce n'est pas ce que je cherche. J'ai des ingénieurs pour les algorithmes. Ce que je veux, c'est une personne capable de comprendre les rouages humains d'une organisation. Vous avez géré un service à l'hôpital sous pression avec des horaires impossibles. Vous avez développé un sens aigu de l'observation, de l'adaptation et une force de caractère qui manque à la plupart des gens de mon secteur. » Il ouvrit le dossier, lui montra une fiche de poste. « Je vous propose un poste de coordinatrice opérationnelle. Ce ne sera pas un poste de façade. Vous aurez des responsabilités, un tuteur pour vous accompagner et une période de formation. Le salaire est plus que correct. Et vous aurez des horaires compatibles avec votre vie personnelle. » Claire lut les lignes en silence. Elle comprenait les mots, mais l'ensemble lui paraissait irréel. Elle imaginait déjà les couloirs propres de l'entreprise, les open space lumineux, les réunions avec des gens en costume, et elle au milieu, incongrue, hors place. Pourquoi moi? Il y a des centaines de gens plus qualifiés. Justement, je n'ai pas besoin de quelqu'un de formaté, j'ai besoin de quelqu'un d'authentique, de capable, et je sais que vous l'êtes. J'ai fait mes recherches. Elle releva brusquement les yeux. Vous avez enquêté sur moi? Il hocha la tête, sans gêne. J'ai contacté discrètement des responsables de votre hôpital. J'ai lu vos évaluations internes. Vous êtes irréprochable, loyal, efficace, ponctuel. Et vous avez tenu un service complet seul pendant l'épidémie. Vous avez des qualités de gestion que vous ignorez. Claire resta sans voix. Elle ne savait pas si elle devait être flattée, inquiète ou en colère. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Personne ne l'avait jamais décrite avec autant de précision. Elle se sentit mise à nu. « Je ne peux pas dire oui comme ça, dit-elle enfin. J'ai des engagements. Et
je n'ai pas confiance en moi pour ce genre de choses. Prenez le temps, je ne vous presse pas, mais sachez que ce poste vous attend. Et il n'y a aucun piège, aucune dette, c'est juste une porte ouverte. » Il lui laissa le dossier, régla l'addition sans un mot, et partit sans insister. Claire resta là, seule, le regard perdu dans les lignes du contrat. Elle rentra chez elle avec le dossier sous le bras, l'esprit embrouillé. Ce soir-là, elle ne parla pas à Maëlys. Elle s'enferma dans sa chambre, lut et relut chaque page. L'offre était réelle. Le salaire proposé équivalait à presque 3 fois son revenu actuel. La période d'essai, les conditions, tout était clairement stipulé. Il ne manquait qu'une chose, sa décision. Elle passa la nuit à faire des listes mentales, les avantages, les risques. Elle pensa à l'hôpital, aux collègues qui ne la connaissaient pas vraiment mais avec qui elle avait partagé tant d'heures. Elle pensa à la stabilité, à la peur de l'inconnu. Puis elle pensa à Maëlys, à l'électricité coupée quelques semaines plus tôt, au gaz, à l'absence de choix. Elle se vit dans ce bureau face à un ordinateur, face à une équipe. Elle ne savait pas si elle en était capable, mais elle savait une chose. Elle voulait autre chose, une autre trajectoire, une autre chance. Elle n'avait jamais demandé qu'on lui tende la main. Elle n'avait jamais attendu d'être repérée. Mais maintenant que la possibilité existait, pouvait-elle l'ignorer? Le matin suivant, alors que la lumière perçait à peine par la fenêtre, Claire se leva avec la gorge nouée. Elle savait que rien ne serait plus pareil. Qu'elle dise oui ou non, une bascule avait eu lieu. Le monde n'était plus tout à fait fermé. Et cette porte entr'ouverte, même si elle faisait peur, brillait d'une promesse silencieuse. La proposition d'Étienne occupait désormais chaque recoin de la pensée de Claire. Elle avait posé le dossier sur la table du salon et à chaque fois qu'elle passait devant, son regard s'y accrochait malgré elle. La première nuit, elle s'était réveillée plusieurs fois en sursaut, hantée par des rêves où elle se retrouvait enfermée dans une pièce trop grande, observée par des visages sans traits, figés au milieu d'un bureau impersonnel. Le lendemain, elle avait tenté de reprendre sa routine, mais plus rien n'avait de sens. Nettoyer des sols, désinfecter des poignées, vider des poubelles, tout cela lui paraissait soudain étranger, presque absurde. Pourtant, c'était là qu'elle s'était construite. C'était ce travail qui lui avait permis de survivre, de nourrir Maëlys, de ne pas s'effondrer. Elle aurait voulu parler à quelqu'un. Mais à qui? À ses collègues? Elle ne comprendrait pas. À une amie? Elle n'en avait pas vraiment. Depuis la mort de sa mère, Claire s'était coupée du monde, concentrée uniquement sur les obligations. Elle ne s'était jamais autorisée à rêver plus haut. Même les rares moments de légèreté qu'elle s'accordait se terminaient toujours par une forme de culpabilité, comme si elle n'avait pas le droit d'aspirer à plus que ce qu'elle avait. Maëlys, elle, ne cessait de l'encourager. Elle avait lu le dossier en cachette et s'était exclamée, les yeux brillants, « C'est une opportunité de dingue, Claire. Tu dois y aller. C'est ta chance. Et je suis grande maintenant. Tu n'as plus à te sacrifier pour moi comme avant. » Mais ces mots, bien qu'intentionnés, ravivaient en Claire une douleur sourde. Le passé n'était pas si lointain. Elle se souvenait encore des soirs sans dîner, des factures impayées, des cris étouffés dans l'oreiller, de cette peur constante de tout perdre. L'idée de tout quitter, l'hôpital, sa routine, son identité forgée dans la poussière et le silence, lui donnait le vertige. Et surtout, elle se souvenait des remarques, des humiliations discrètes. Les gens qui l'appelaient la femme de ménage, avec cette condescendance polie, les regards fuyants, les absences de bonjour, elle avait appris à s'effacer, à devenir presque transparente pour éviter d'attirer l'attention. Comment pouvait-elle maintenant envisager d'entrer dans un monde fait de visibilité, de performance, de responsabilité? Une voix intérieure ne cessait de lui murmurer qu'elle n'en était pas capable, qu'elle n'était pas faite pour cela, que tout cela était une erreur, un malentendu. Elle s'imaginait assise dans un bureau entourée de gens diplômés, cultivés, parlant un langage dont elle ne maîtrisait pas les codes. Et elle, avec son bac inachevé, ses années de nettoyage, ses mains abîmées, elle avait peur d'être démasquée, ridiculisée, rejetée, l'idée de faire une faute dans un mail, de ne pas comprendre un terme, de ne pas savoir comment utiliser un logiciel, l'angoissait plus que tout. Elle avait vécu dans un monde simple, brutal parfois, mais qu'elle connaissait. Là-bas, elle serait une étrangère. Mais derrière cette peur, un autre sentiment s'imposait peu à peu. La colère. Pas une colère explosive, mais une colère ancienne, sourde,
qui venait du fond de l'enfance. Elle pensait à son père, disparu sans un mot, à sa mère, morte trop tôt, épuisée par une vie de renoncement, à toutes les fois où on lui avait dit qu'elle n'était pas assez brillante, pas assez éduquée, pas assez ambitieuse. Elle pensait à ces jours où elle avait pleuré en silence dans une cabine de toilette de l'hôpital parce qu'elle n'avait même plus de quoi acheter une paire de chaussures neuves à Maëlys. Cette colère, elle ne l'avait jamais exprimée. Elle l'avait transformée en endurance, en silence, en gestes précis. Mais elle était là. Et peut-être qu'il était temps qu'elle en fasse autre chose. Elle se mit à relire les documents d'Étienne, cette fois avec plus d'attention. Les missions étaient claires. Coordonner les besoins de différents services, faire le lien entre les équipes de terrain et les responsables. Cela impliquait des réunions, des rapports, des suivis. Elle aurait un ordinateur portable, un bureau à elle, un badge nominatif. On lui proposerait une formation, un tuteur. Tout était balisé. Ce n'était pas un piège. C'était une opportunité réelle, tangible. Mais aussi un défi. Un soir, alors qu'elle était seule sur le balcon, elle entendit deux jeunes femmes parler en bas de l'immeuble. L'une disait à l'autre « Tu sais ce que j'ai appris ? La fille du troisième a été approchée par une grosse boîte. Apparemment, elle aurait aidé un gars hyper connu dans le métro. Tu y crois, toi ?» Claire se recula dans l'ombre, le cœur serré. Même dans son quartier, l'histoire commençait à circuler. Elle ne savait pas si cela venait de Maëlys ou de simples rumeurs, mais elle comprit que ce choix n'allait pas seulement bouleverser sa vie professionnelle, il allait l'exposer, l'obliger à exister publiquement. Et c'était peut-être ce qu'elle craignait le plus. Un autre jour, au détour d'un couloir de l'hôpital, une cadre de service la prit à part. « Claire, j'ai entendu dire que vous alliez nous quitter. Ce serait une perte. Vous êtes l'une des plus fiables qu'on ait jamais eues. » Elle ne sut quoi répondre. Était-ce une tentative de la retenir ou un simple constat poli? Elle hocha la tête, remercia vaguement, puis s'éloigna. Dans les jours suivants, ses remarques se multiplièrent. Certaines sincères, d'autres empreintes de jalousie déguisée. Un agent d'entretien lança même, en plaisantant, « Alors, on vise les tours d'ivoire maintenant. Faudra pas nous oublier quand tu seras patronne. » Claire sourit, mais elle sentit le venin derrière les mots. Elle comprit alors que son choix aurait un prix, pas seulement en termes de peur ou d'effort, mais aussi en termes de regard des autres. Elle serait jugée, comparée, scrutée. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose se formait lentement. Une intuition, encore fragile, mais persistante. Peut-être qu'elle pouvait le faire. Peut-être qu'elle méritait d'essayer. Alors, elle se donna un ultimatum. Encore 2 jours pour réfléchir. Et après, elle déciderait. Définitivement. Soit elle refermait la porte pour toujours, soit elle entrait, tremblante, mais debout. Le matin de sa décision, Claire se leva avant même que le réveil ne sonne. Il faisait encore sombre dehors, et le silence dans l'appartement avait quelque chose de solennel. Elle resta un moment assise sur le bord de son lit, les pieds nus posés sur le parquet froid, le dossier de l'offre posé sur la table de nuit. Elle le regarda une dernière fois, puis le glissa dans son sac, ses gestes lents mais décidés. En entrant dans la cuisine, elle trouva Maëlys déjà levée, assise, l'air tendu. « Tu vas leur dire oui, hein ?» lança sa sœur, presque dans un souffle. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle prépara le café, versant l'eau chaude avec soin, puis s'assit en face d'elle. « Je vais essayer, Maëlys. Je ne promets rien, mais je vais essayer. » La jeune fille lui prit la main à travers la table. Elles restèrent là un moment, sans parler. Une alliance silencieuse, forgée dans les années de lutte partagée, de renoncement, de matins sans chauffage, de fins de mois sans répit. Ce matin-là, quelque chose avait changé. Claire n'était plus seulement la sœur protectrice, la survivante infatigable. Elle devenait une femme prête à affronter ce qu'elle avait toujours fui, l'inconnu. À 9 heures précises, elle appela le numéro d'Étienne. Il répondit immédiatement, comme s'il attendait son appel. « Claire, c'est oui, mais j'ai peur, et je ne sais pas si je vais être capable. » Il y eut un silence, puis la voix d'Étienne, douce mais ferme. « Vous avez déjà réussi, Claire. Le reste, on le construira ensemble. » La semaine suivante fut un tourbillon. Elle dut rédiger une lettre de démission, affronter les regards parfois complices, parfois blessants de ses collègues. Certains la félicitèrent sincèrement. D'autres se contentèrent d'un haussement d'épaule. Le directeur des ressources humaines de l'hôpital
la reçut dans son bureau et tenta maladroitement de lui faire comprendre qu'elle prenait un risque. « Ce monde-là, Claire, il n'est pas tendre. Ils ne vont pas vous faire de cadeaux. » Elle répondit simplement. « Je n'ai jamais rien reçu en cadeau. Je ne compte pas commencer maintenant. » Le jour de son entrée dans l'entreprise d'Étienne, Claire eut l'impression d'étouffer dès qu'elle franchit les portes vitrées du bâtiment. Tout était lisse, silencieux, maîtrisé. Les couloirs sentaient le mobilier neuf, les ascenseurs glissaient sans bruit, les employés passaient avec des ordinateurs portables sous le bras, vêtus de couleurs sobres et de chaussures impeccables. Elle portait une tenue simple mais élégante, prêtée par une amie. Elle avait attaché ses cheveux avec soin, maquillé légèrement ses cernes. Elle tenait à ne pas trahir sa nervosité, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Elle fut accueillie par une responsable des ressources humaines, souriante mais distante, qui la conduisit dans un bureau temporaire. « Vous serez ici pendant votre période d'intégration. Vous allez suivre une formation sur nos outils et surtout, vous allez observer. Ce que Monsieur Lemoine attend de vous, c'est du bon sens, pas des miracles. » Claire hocha la tête. Elle s'installa, alluma son ordinateur, se connecta à son espace personnel et découvrit un univers de sigles, de tableaux, de calendriers numériques. Elle ne comprenait pas tout, mais elle prit des notes, beaucoup de notes. Elle se força à poser des questions, à demander de répéter. Plusieurs collègues lui répondirent poliment, mais sans chaleur. 2 femmes en particulier la scrutèrent avec une attention glaciale, comme si elles cherchaient à comprendre ce qu'elle faisait là. « C'est elle ?» murmura l'une d'elles, pensant qu'elle ne l'entendait pas. « La protégée du boss ? Ouais, c'est elle. » Claire fit semblant de ne pas remarquer. Elle resta concentrée, méthodique, discrète, mais elle sentait que chaque mouvement, chaque hésitation, chaque mot était observé, analysé, pesé. À la pause déjeuner, elle s'installa seule à une table du réfectoire. Personne ne lui proposa de se joindre à eux. Elle mangea lentement, écoutant les conversations autour d'elle, des termes techniques, des chiffres, des stratégies de marché. Elle nota encore. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait comprendre et, si possible, s'adapter. Les premiers jours furent épuisants. Elle rentrait chaque soir vidée, l'esprit saturé d'informations nouvelles. Maëlys l'accueillait avec des questions enthousiastes. Mais Claire répondait peu. Elle n'avait pas encore de récit à offrir. Juste une bataille intérieure, constante, entre la peur de ne pas être à la hauteur et la volonté de ne pas céder. Le 3e jour, elle reçut un message d'Étienne. Sobre mais réconfortant, « Je vous fais confiance, continuez. Peu importe le rythme. » Elle répondit simplement, « Je ne veux pas vous décevoir. » Et il répliqua, « Ce serait impossible. » À la fin de la première semaine, elle fut convoquée à une réunion d'équipe. Elle n'était pas censée y intervenir, juste observer. Mais au cours de la discussion, une question logistique souleva un problème de coordination entre 2 services. Claire, après un instant d'hésitation, leva la main. « Excusez-moi. Je crois que ce genre de confusion, on l'aurait évité avec un tableau commun partagé. Quelque chose de visuel, accessible par tous. Même quelque chose de très simple, ça pourrait clarifier beaucoup. » Le silence se fit dans la salle. Puis l'un des chefs de service hocha la tête. « C'est une idée, et facile à mettre en place. » Personne ne la félicita, mais elle vit dans le regard d'un collègue une étincelle différente. Pas encore du respect, mais de la considération. Ce soir-là, en rentrant, Claire s'assit seule sur le balcon, les jambes repliées contre elle. Elle pensait à tous ceux qui lui avaient dit qu'elle ne sortirait jamais de sa condition, à ceux qui avaient ri dans son dos ou ignoré son existence. Elle ne savait pas si elle réussirait, mais elle avait franchi la ligne, et rien, désormais, ne serait plus comme avant. Dès la 2e semaine, l'ambiance au bureau devint plus lourde pour Claire. Ce n'était pas flagrant, pas direct, mais elle sentait que quelque chose s'était modifié autour d'elle. Les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Les sourires polis se raréfiaient. On cessait de l'inclure dans certains échanges informels. Elle avait toujours été habituée à l'indifférence, mais là, il s'agissait d'un rejet silencieux, insidieux, qui creusait l'écart entre elle et les autres. Il ne s'agissait plus d'être ignorée, mais bel et bien d'être tenue à l'écart. Un après-midi, en ouvrant son espace collaboratif numérique, elle découvrit que plusieurs fichiers essentiels avaient été déplacés ou modifiés sans son accord. Des notes qu'elle avait prises avaient disparu. D'autres avaient été modifiées
avec des annotations condescendantes. Elle pensa à une erreur technique, mais son instinct lui soufflait que ce n'en était pas une. Elle n'en parla pas tout de suite. Elle voulait comprendre avant de réagir. Ce fut au détour d'un couloir qu'elle surprit une conversation entre deux collègues. L'une d'elles, celle qui l'avait regardée avec froideur dès le premier jour, parlait à voix basse, sans savoir que Claire l'entendait. « Tu sais comment elle a eu ce poste ? Elle a aidé le moine dans le métro. Une histoire ridicule. Il s'est senti redevable. Et voilà. Elle n'a aucun diplôme, aucune expérience. C'est une blague, une œuvre de charité. » Claire se figea. Elle sentit son ventre se nouer, son cœur battre plus vite. Elle recula lentement, repartit dans l'autre sens, le regard fixé au sol. Les mots avaient été précis, cruels. Et surtout, ils touchaient à son plus grand doute, qu'elle n'était là que par faveur, par dette, pas par mérite. Elle passa une nuit sans sommeil, ruminant cette humiliation. Elle pensa à partir, à tout abandonner. Elle aurait pu. Elle connaissait cette fuite-là. Elle l'avait déjà envisagée tant de fois. Mais au petit matin, en voyant Maëlys s'agiter dans la cuisine, insouciante, elle sentit un sursaut en elle. Elle n'était plus la Claire d'avant. Elle avait franchi la porte. Elle ne pouvait plus reculer. Elle prit une décision. Elle alla voir Étienne. Non pour se plaindre, mais pour comprendre. Elle demanda un rendez-vous qu'il accepta immédiatement. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il la salua comme toujours, mais vit aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Que se passe-t-il » demanda-t-il calmement. Elle lui raconta tout. Les fichiers modifiés, les remarques, les chuchotements, pas avec rancune, mais avec une franchise lucide. Étienne l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il resta un moment silencieux, les mains croisées. « Je m'en doutais, dit-il enfin. Pas aussi vite, mais je savais que ça arriverait. Vous saviez que j'allais être rejeté ? Pas rejeté, menacé. Parce que vous incarnez quelque chose que peu de gens ici comprennent. Une trajectoire hors norme. Et dans un monde où les gens sont obsédés par les diplômes et les titres, cela dérange. Alors pourquoi m'avoir mise là, au milieu des requins ? Parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Une vérité dans vos gestes, une lucidité que l'on n'enseigne pas, et parce qu'il est temps que ce monde change un peu. » Claire le regarda, interdite. « Je suis fatiguée, Étienne. Je ne veux pas devenir un symbole, je veux juste travailler et être respectée. Et vous le serez, parce que désormais je vais vous soutenir publiquement, pas comme une protégée, comme une professionnelle compétente. J'ai vu vos propositions, vos idées, elles sont bonnes, vous apportez de la valeur. Il est temps que les autres le comprennent aussi. » Il convoqua une réunion quelques jours plus tard, une réunion à laquelle assista toute l'équipe. Ce fut bref, mais clair. Il parla de la vision de l'entreprise, de la nécessité d'inclure des profils diversifiés, de sortir des standards habituels, et surtout, il parla de Claire. « Nous avons parmi nous quelqu'un qui a traversé plus de difficultés que la majorité d'entre nous, qui a appris à résoudre des problèmes réels, concrets, dans des conditions extrêmes. Elle n'a peut-être pas les diplômes classiques, mais elle a une expérience de terrain que nous avons tout à gagner à écouter. Et je veux que chacun ici sache que je suis fier de l'avoir dans cette équipe. » Le silence fut lourd à la fin de son intervention. Certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête, gênés. Claire, assise au fond de la salle, sentit une chaleur étrange monter en elle. Ce n'était pas de la fierté, c'était un soulagement. Elle n'était plus seule à porter le poids de sa présence. Quelqu'un d'autre prenait part à ce combat. Les jours suivants furent différents. Pas plus simples, mais plus francs. Certains commencèrent à lui adresser la parole avec moins de distance. On l'inclut dans des discussions, on lui demanda son avis. Les remarques acerbes cessèrent, ou du moins se firent plus rares. Elle sentit le sol se stabiliser sous ses pieds. Elle travailla plus dur encore, elle arriva plus tôt, repartit plus tard. Elle analysa les process, proposa des ajustements, mit en place un tableau de coordination entre les services. En quelques semaines, des retards furent réduits, des doublons supprimés. Les chiffres parlaient, son travail parlait. Un matin, le responsable logistique entra dans son bureau avec un sourire étonné. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, Claire, mais nos délais de traitement ont gagné 20% d'efficacité en 3 semaines. Continuez comme ça. » Elle répondit par un simple « merci ». Mais au fond d'elle, un barrage venait de céder. Pour la première fois, elle n'était plus une étrangère. Elle devenait lentement une présence reconnue, pas seulement tolérée, acceptée, estimée. Elle n'était plus un geste du passé.
Elle était une force du présent. Le mois suivant fut un tournant décisif dans la trajectoire de Claire au sein de l'entreprise. Maintenant que les regards pesants s'étaient apaisés, que les commentaires murmurés avaient laissé place à des échanges professionnels sincères, elle pouvait enfin se concentrer pleinement sur sa mission. Et elle le fit avec une intensité presque féroce. Chaque jour, elle analysait les flux de travail, repérait les failles, anticipait les conflits. Elle ne se contentait pas d'exécuter, elle comprenait et elle agissait. Son approche, issue de son expérience du terrain, se révélait redoutablement efficace. Là où d'autres voyaient des chiffres, elle voyait des gestes, des contraintes concrètes, des humains fatigués. Elle savait comment optimiser sans écraser, comment rationaliser sans déshumaniser. Dans un service particulièrement chaotique, elle identifia un problème récurrent de redondance dans les demandes de matériel. Elle proposa un système de fiches unique, partagé en temps réel entre les 3 équipes concernées. Simple, basique même, mais personne n'y avait pensé. Résultat, des économies immédiates, moins de tensions entre les services et un gain de temps visible dès la première semaine. Ce genre d'amélioration devint sa marque, discrète mais essentielle. Elle ne cherchait pas les projecteurs, mais son travail, lui, finissait par les attirer. Lors d'une réunion mensuelle, où étaient présents les cadres supérieurs, Étienne la mentionna à nouveau. Il ne prononça pas un discours flamboyant. Il cita simplement l'une de ses idées, expliqua le bénéfice qu'elle avait apporté et termina par « une preuve que la compétence vient parfois de là où on ne l'attend pas ». Plusieurs têtes se tournèrent vers elle. Certains la regardaient encore avec étonnement, d'autres avec un début de respect. Claire, elle, se contenta d'un hochement de tête. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Ce qu'elle ressentait à cet instant était plus profond. Elle était enfin à sa place, non parce qu'on l'y avait installée, mais parce qu'elle l'avait méritée. Un jour, alors qu'elle terminait la mise en place d'un nouveau protocole de suivi des demandes interservices, elle fut appelée dans un bureau qu'elle ne connaissait pas encore. C'était celui de la directrice générale adjointe, une femme élégante, réputée pour son exigence. Claire entra avec prudence. La directrice l'invita à s'asseoir sans un mot, puis sortit un dossier de son tiroir. « J'ai étudié vos dernières propositions. Efficaces, sobres, bien structurées. Vous avez un sens de la hiérarchie fonctionnelle que beaucoup ici n'ont pas. D'où ça vous vient ?» Claire répondit sans détour, « De l'hôpital. Quand une erreur peut coûter une vie, on apprend à bien organiser les choses. » Un silence suivit, puis la directrice referma le dossier. « Continuez. Il y a de la marge pour progresser ici, et je pense que vous en êtes capable. » Claire ressortit du bureau avec une sensation étrange. Elle n'avait pas été flattée. Elle avait été jugée et reconnue. Ce n'était pas un encouragement de convenance, mais une évaluation lucide. Elle n'était plus la femme qu'on observait à distance. Elle était devenue une interlocutrice. Cette reconnaissance commença à se manifester aussi dans les gestes du quotidien. Des collègues qui lui demandaient un conseil, des cadres qui sollicitaient son avis. Même les plus sceptiques admettaient qu'elle apportait des résultats. Un jour, une collègue qui l'avait snobée au début vint la voir dans le couloir, hésitante. « Je voulais m'excuser. J'ai été injuste. Mais vous m'avez bluffé. » Claire la remercia simplement. Elle n'était pas rancunière. Elle comprenait. La peur, l'ignorance, l'habitude des cases. Elle aussi avait douté d'elle-même. Mais maintenant, elle savait. Le point culminant arriva lors d'une grande réunion de direction. Chaque service devait présenter une initiative ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement global de l'entreprise. Claire fut chargée de présenter la sienne. Elle passa une nuit entière à préparer son intervention. Elle ne dormait pas. Elle relisait ses notes, répétait devant son miroir, corrigeait chaque phrase. Elle n'avait jamais pris la parole devant une assemblée de cette ampleur. Elle avait peur, mais elle y alla. Elle parla debout, sans fiche, avec une voix posée. Elle expliqua les problèmes identifiés, les solutions mises en place, les résultats obtenus. Elle utilisa des mots simples, mais précis. Elle ne chercha pas à impressionner. Elle chercha à être claire. À la fin de sa présentation, il y eut un silence bref puis des applaudissements. Pas automatiques, sincères. Étienne, assis au fond de la salle, croisa son regard. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête, lentement, comme un signal. Claire sentit alors qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Elle n'était plus une recrue atypique, ni une exception dans un système rigide. Elle était devenue un élément central.
Le soir même, de retour chez elle, elle retrouva Maëlys installée sur le canapé, un cahier de cours ouvert sur les genoux. « Alors ?» demanda la jeune fille. Claire s'assit à côté d'elle, posa sa tête sur son épaule et souffla. « J'ai eu droit à des applaudissements. » Maëlys rit doucement. « Tu vois, je te l'avais dit. Tu devais juste leur montrer qui tu es. » Claire ferma les yeux. Oui, elle n'avait rien volé, rien demandé. Elle avait juste été elle-même. Et cela avait suffi. Pour la première fois depuis des années, elle se permit d'envisager l'avenir sans crainte, non plus comme une fuite vers la survie, mais comme une construction, solide et méritée. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce premier jour où Claire avait franchi les portes de l'entreprise d'Étienne. 3 mois pendant lesquels elle avait été mise à l'épreuve, observée, parfois contestée, mais où elle avait, à force de travail, conquis sa place. Lors de la dernière réunion trimestrielle, son nom avait été évoqué de manière officielle pour une promotion. Non plus un poste en formation, mais une vraie responsabilité, avec une équipe à superviser. Elle avait hésité avant d'accepter. Non par peur cette fois, mais par prudence. Elle ne voulait pas devenir ce qu'elle avait toujours combattu, une figure inaccessible, coupée du réel. Mais la proposition était claire et l'enjeu juste. Elle pourrait continuer à appliquer ses méthodes concrètes, avec plus de marge, plus d'impact. Elle accepta, à condition de pouvoir choisir ses collaborateurs. Elle voulait des profils mixtes, issus de parcours atypiques comme le sien. Elle reçut l'accord sans réserve. Sa première décision fut de recruter une ancienne collègue de l'hôpital, licenciée après des coupes budgétaires, puis un jeune homme ayant quitté l'école tôt, mais passionné d'organisation logistique. Elle leur expliqua dès le départ qu'ici, les diplômes comptaient, mais que l'intelligence de terrain pouvait valoir tout autant. Ils la suivirent, reconnaissants, engagés. Son quotidien avait changé. Elle ne prenait plus le bus aux aurores. Elle ne nettoyait plus les sols. Elle ne se battait plus pour chaque centime. Elle arrivait au bureau avec un sac de travail, un badge personnalisé et un agenda chargé. Elle signait des documents, organisait des réunions, prenait des décisions. Mais elle n'avait rien oublié. Chaque fois qu'elle passait devant une femme de ménage dans les couloirs, elle s'arrêtait pour saluer. Chaque fois qu'un stagiaire semblait perdu, elle lui offrait un mot d'encouragement. Et chaque fois qu'un supérieur parlait d'optimisation sans mentionner l'humain, elle levait la main. Elle continua à vivre dans le même quartier. Pas par masochisme ou nostalgie, mais parce qu'elle y avait ses repères, ses voisins, ses souvenirs. L'appartement était le même, mais elle avait payé toutes les dettes. Les coupures n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Elle avait même pu rénover la cuisine, offrir à Maëlys une chambre à elle avec un vrai bureau, une bibliothèque et une connexion Internet stable. Sa sœur, de son côté, s'épanouissait. Elle préparait ses examens avec détermination et parlait déjà d'université, de voyage, d'avenir. Claire l'écoutait avec une émotion discrète. C'était pour elle qu'elle s'était battue. C'était grâce à elle qu'elle n'avait jamais renoncé. Mais Claire ne s'arrêtait pas là. Un soir, en lisant un article sur l'exclusion des femmes précaires dans le monde du travail, elle sentit monter en elle une nécessité. Elle prit un carnet, nota des idées. Elle pensa à toutes celles qu'elle avait croisées dans les couloirs de l'hôpital, aux invisibles, aux silencieuses, aux épuisées. Et elle décida d'agir. Avec une partie de son salaire, elle mit en place un petit fonds d'aide destiné à soutenir des femmes en reconversion. Elle en parla à Étienne, qui lui proposa de créer une cellule pilote dans l'entreprise. En quelques semaines, le projet prit forme, mentorat, formations internes, ateliers de préparation. Claire y consacra ses soirs, ses week-ends. Elle ne cherchait pas les honneurs, mais l'efficacité. Le jour de l'inauguration, plusieurs anciennes employées vinrent la voir. L'une d'elles, les larmes aux yeux, lui dit « On parle souvent d'ascension sociale, mais toi, t'as pas juste monté l'échelle. Tu l'as laissé poser pour qu'on puisse te suivre. » Claire serra cette main avec émotion. Elle n'avait jamais rêvé de reconnaissance, mais ces mots-là valaient tous les diplômes du monde. Quant à Étienne, il restait présent, non plus comme un mentor inaccessible, mais comme un partenaire discret, une présence solide. Ils se voyaient souvent, parfois autour d'un café, parfois pour discuter d'un dossier. Une complicité s'était installée entre eux, faite de respect, de gratitude, de silence bienveillant. Rien n'était précipité, rien n'était imposé. Ils construisaient quelque chose, peut-être, mais sans l'annoncer. Claire gardait ses distances, par prudence, mais elle savait qu'Étienne comprenait.
Il avait vu la femme derrière le geste du métro. Il avait compris que pour elle, la confiance était un chemin, pas un point de départ. Fin jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans les jardins du siège, il lui dit « Tu n'es plus invisible, Claire. » Elle répondit sans détour « Je ne veux pas être visible pour briller. Je veux l'être pour changer les choses. » Il acquiesça, simplement. Et ainsi Claire poursuivit son chemin. Elle était désormais une référence, une figure de courage et de transformation. Mais elle ne chercha jamais à gommer son passé. Au contraire, elle parlait de ses années à l'hôpital, de ses peurs, de ses doutes. Elle en faisait une force. Elle refusait les discours édulcorés. Elle parlait vrai. Et c'est cela, peut-être, qui fit sa différence. Elle ne voulait pas devenir un modèle, juste une preuve. Une preuve que l'on pouvait, sans trahir ce que l'on est, devenir plus que ce que l'on a cru possible. Une preuve que la dignité, quand elle rencontre une opportunité juste, peut redessiner une vie entière. Et dans les couloirs silencieux de l'entreprise, dans les regards croisés, dans les mains tendues, Claire voyait désormais les traces de ce qu'elle avait semé. Une présence qui n'était plus à justifier. Un avenir qu'elle écrivait à sa manière. Pas parfaite, pas facile, mais résolument libre.